775 pièces, 19 salles d'apparat, un jardin de 16 hectares en plein cœur de Londres et une valeur estimée à 5 milliards de dollars. Derrière le balcon le plus célèbre du monde, une façade de pierre de Portland garde le silence depuis plus de 3 siècles. Que fallut-il sacrifier pour transformer un simple marécage en sanctuaire d'un empire? Bonjour, je suis Victor Latour. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire du palais de Buckingham. Pour comprendre ce monument, il faut remonter bien avant les couronnes et les carrosses, jusqu'à une terre ingrate où tout semblait condamner l'entreprise humaine. Au printemps de 1609, des jardiniers creusent la terre grasse à l'ouest de Westminster. Ils enfoncent dans le sol spongieux des plants de mûrier, alignés en rang serré sur l'ordre du roi Jacques Ier. Le monarque rêve d'une industrie de la soie qui affranchirait l'Angleterre des importations italiennes et françaises. Des centaines d'arbres prennent racine dans cette parcelle marécageuse, nourrie par les eaux souterraines de la rivière Tyburn. Mais les botanistes royaux ont commis une erreur fatale. Ils ont planté du mûrier noir, dont les feuilles ne conviennent pas au ver à soie, qui exige le mûrier blanc. La récolte ne viendra jamais. Le projet soyeux de Jacques Ier s'effondre en silence, et le terrain conserve son nom populaire de Mulberry Garden, le jardin des mûriers. Ce lieu, que rien ne distingue alors des prairies humides du Middlesex, porte en lui le germe d'un destin singulier. Pendant plus d'un siècle, la parcelle change de main sans jamais trouver sa vocation. Les moines de Westminster l'avaient exploitée au Moyen Âge pour y faire paître leur bétail. Après la dissolution des monastères sous Henri VIII, la couronne récupère ces terres avant de les concéder à divers propriétaires. Le Mulberry Garden devient un lieu de promenade à la mode sous Charles II, fréquenté par la bonne société londonienne. Le poète John Dryden y situe même l'une de ses comédies. Mais sous les pas des élégantes, le sol reste gorgé d'eau, instable, hostile à toute construction ambitieuse. L'homme qui transforme cette terre ingrate en adresse prestigieuse s'appelle John Sheffield. Soldat, poète, courtisan, il obtient en 1703 le titre de premier duc de Buckingham et Normanby. Sheffield a servi sous 3 monarques, combattu contre les barbaresques en Méditerranée et survécu aux intrigues de la cour des Stuarts. À 65 ans, couvert d'honneur mais las des cabales de Westminster, il décide de bâtir la demeure qui portera son nom. Il choisit précisément cette parcelle à l'ouest du parc de St. James, suffisamment proche du pouvoir pour rester dans le jeu politique, suffisamment éloigné pour respirer. Sheffield confie le projet à William Wind, un architecte d'origine hollandaise formé au principe du classicisme palladien. Wind conçoit une maison de briques rouges, coiffée d'un dôme central, flanqué de 2 ailes de service. Le plan est celui d'un hôtel entre cour et jardin, à la manière des grandes demeures aristocratiques du continent. La façade principale regarde vers l'est, offrant une perspective dégagée sur le Mall et le parc royal. Wind meurt avant l'achèvement des travaux, et c'est probablement son assistant, William Tallman, qui supervise la fin du chantier vers 1705. La maison porte le nom de Buckingham House. L'intérieur témoigne du goût continental de Sheffield. Un grand escalier de marbre dessert l'étage noble, où les salons s'ouvrent en enfilade selon la mode française. Les plafonds peints par Louis Laguerre, un artiste français formé à Paris sous Charles le Brun, illustrent des scènes mythologiques dans le style des grands décors versaillais. Sheffield a voyagé en Italie et en France. Il a rapporté de ses périples une passion pour l'architecture classique et la conviction qu'un gentilhomme anglais pouvait rivaliser avec les bâtisseurs du continent. Sa demeure n'est pas un palais, mais elle n'est déjà plus une simple maison. Sheffield meurt en 1721. Son fils illégitime hérite de la propriété, mais il décède à son tour sans descendance en 1735. La maison passe alors à Charles Herbert Sheffield, un fils naturel du duc, qui ne possède ni la fortune ni l'ambition nécessaire pour entretenir un tel domaine. Buckingham House entre dans une période d'incertitude. Les héritiers cherchent un acquéreur capable d'assumer l'entretien de cette vaste propriété. Pendant un quart de siècle, la demeure attend, presque oubliée, tandis que Londres grandit autour d'elle. Le marécage de Jacques Ier était devenu un jardin de mûriers stérile. Le jardin stérile était devenu le terrain d'une maison ducale. Et cette maison, figée dans l'attente d'un nouveau maître, allait bientôt attirer le regard de la couronne elle-même.
Ce que le roi d'Angleterre n'avait pas réussi avec la soie, un autre roi allait l'accomplir avec la pierre. En 1761, le jeune roi George III possède déjà plusieurs résidences. Le palais de Saint-James, sombre et vétuste, sert de siège officiel à la cour. Le château de Windsor domine la campagne du Berkshire. Hampton Court étale ses jardins au bord de la Tamise. Pourtant, ce monarque de 23 ans cherche autre chose. Il vient d'épouser Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, une princesse allemande de 17 ans qui ne parle pas un mot d'anglais et ne connaît personne à Londres. George III ne veut pas l'enfermer dans le protocole glacial de Saint-James. Il lui faut une maison. Le palais de Saint-James, construit par Henri VIII sur l'emplacement d'une ancienne léproserie, impose à ses occupants un labyrinthe de couloirs étroits, de pièces basses et de cours obscures. Les appartements royaux n'ont pas été conçus pour la vie de famille. Ils répondent aux exigences du cérémonial Tudor, où chaque pièce marque un degré d'accès au souverain. La salle du trône, la chambre de présence, l'antichambre et le cabinet privé se succèdent selon une hiérarchie rigide qui transforme l'intimité en privilège et le quotidien en représentation. Pour un roi qui souhaite élever ses enfants loin des regards de la cour, cet agencement est une prison dorée. Charles Herbert Sheffield, dernier propriétaire de Buckingham House, accepte de céder la demeure à la couronne pour la somme de 28 000 livres sterling. Le roi prend possession des lieux et confie immédiatement les travaux d'aménagement à l'architecte William Chambers, un homme au parcours remarquable. Né en Suède, de parents écossais, formé en Italie et en France, Chambers a étudié l'architecture chinoise lors de voyages en Extrême-Orient. Il incarne cette culture cosmopolite des Lumières que George III admire et encourage. Chambers transforme l'intérieur de Buckingham House sans en altérer la structure extérieure. Il redessine la distribution des pièces pour créer des appartements séparés destinés au roi et à la reine, reliés par une galerie ornée de tableaux. Il aménage une bibliothèque octogonale au rez-de-chaussée, dont les boiseries accueillent la collection personnelle du roi, riche de plusieurs milliers de volumes. Cette bibliothèque deviendra le noyau de la future donation royale au British Museum, qui fondera le fonds initial de la British Library. La reine Charlotte s'installe dans ses nouveaux appartements et la maison change de nom dans le langage populaire. Les Londoniens l'appellent désormais la Queen's House, la maison de la reine. Cette appellation dit tout. Buckingham House n'est pas un palais d'État, c'est un foyer domestique, un lieu où la reine reçoit ses amis, où les enfants jouent dans le jardin, où la musique résonne le soir dans les salons. Charlotte est une mélomane accomplie. Elle invite régulièrement des musiciens à se produire dans la grande salle. Le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, âgé de 8 ans, joue devant la famille royale en 1764. Johann Christian Bach, fils cadet du grand Jean-Sébastien et maître de musique de la reine, fréquente assidûment la maison. Entre 1762 et 1783, Charlotte donne naissance à 15 enfants. 13 d'entre eux survivent, ce qui constitue un fait remarquable pour l'époque. La Queen's House se remplit de berceaux, de gouvernantes, de précepteurs. Les pièces que Chambers avait agencées avec élégance se trouvent vite saturées. Le roi fait ajouter des bâtiments annexes, des écuries, des logements pour le personnel grandissant. La maison commence à déborder de ses murs. George III règne pendant 60 ans, mais les dernières décennies de sa vie sont marquées par la maladie. Dès 1788, le roi souffre de crises qui le plongent dans la confusion et le délire. La médecine moderne attribue ces épisodes à la porphyrie, une maladie métabolique héréditaire. Le souverain qui avait choisi Buckingham House pour y fonder un foyer paisible y perd progressivement la raison. En 1811, son État impose l'instauration d'une régence confiée à son fils aîné, le prince de Galles. George III passe ses dernières années reclus au château de Windsor, aveugle et sourd, coupé du monde. Il meurt en 1820 sans avoir revu la maison qu'il avait offerte à sa jeune épouse 59 ans plus tôt. La Queen's House, conçue comme un refuge familial, avait rempli sa mission pendant un demi-siècle. Mais le fils qui héritait du trône nourrissait pour elle une ambition d'une toute autre envergure. John Nash déroule ses plans sur la table du Carlton House. Nous sommes en 1821 et le nouveau roi, George IV, vient de lui confier la mission de sa vie. Il ne s'agit pas de rénover Buckingham House,
mais de la métamorphoser en un palais capable de rivaliser avec les grandes résidences européennes. Nash a 69 ans. C'est l'architecte le plus célèbre d'Angleterre, l'homme qui a redessiné le visage de Londres avec Regent Street, Regent's Park et les terrasses de stuc blanc qui encadrent le parc. Le roi lui accorde sa confiance totale et un budget initial de 252 000 livres sterling. Ce budget ne sera jamais respecté. George IV n'est pas un monarque ordinaire. Prince régent pendant 9 ans en raison de la maladie de son père, il a développé un goût immodéré pour le faste, les arts et la dépense. Carlton House, sa résidence londonienne, regorgeait de mobilier français, de porcelaine de Sèvres et de soieries de Lyon. Le Royal Pavilion de Brighton, qu'il a fait construire dans un style indien extravagant, témoigne de son appétit pour la démesure. À son avènement en 1820, le roi juge Carlton House indigne de son nouveau rang et ordonne sa démolition. Les colonnes du portique seront récupérées pour orner la façade de la National Gallery sur Trafalgar Square. George IV reporte alors toute son énergie sur Buckingham House. Nash conçoit un plan ambitieux. Il conserve le corps central de la maison originale, mais l'enveloppe dans une nouvelle architecture néoclassique. 2 ailes monumentales s'étendent vers l'est, encadrant une vaste cour d'honneur ouverte sur le Mall. La façade côté jardin, à l'ouest, reçoit un traitement soigné avec un avant-corps central surmonté d'un dôme. Les matériaux choisis par Nash reflètent les ambitions du projet. La pierre de Bath, d'un jaune doré caractéristique, habille les élévations. Le marbre de Carrare orne les vestibules et les escaliers. Des colonnes corinthiennes scandent les façades avec une régularité qui évoque les palais de la Rome antique. L'entrée principale du palais devait être spectaculaire. Nash dessine un arc de triomphe en marbre blanc, inspiré de l'arc de Constantin à Rome, pour marquer l'accès à la cour d'honneur. Cet arc, connu sous le nom de Marble Arch, est couronné d'une statue équestre de George IV et flanqué de reliefs sculptés célébrant les victoires de Trafalgar et de Waterloo. Nash imagine une procession royale remontant le Mall, franchissant cet arc majestueux et pénétrant dans la cour du palais sous les acclamations de la foule. Le décor intérieur est confié aux meilleurs artisans du royaume. Les plafonds reçoivent des ornements en stuc doré, les cheminées sont taillées dans des marbres polychromes, les portes sont rehaussées de bronze ciselé. Mais le chantier dérape. Les coûts explosent année après année. Le Parlement, qui doit voter les crédits, s'alarme. En 1828, une commission d'enquête révèle que les dépenses ont déjà atteint plus de 500 000 livres, soit le double du budget révisé. Les députés accusent Nash d'incompétence et de complaisance envers les caprices royaux. L'architecte se défend en invoquant les changements constants exigés par le souverain, qui modifie les plans au gré de ses humeurs et de ses voyages. George IV, affaibli par l'obésité, l'alcool et la goutte, ne visite presque jamais le chantier. Il gouverne son palais par procuration, envoyant des instructions contradictoires depuis Windsor ou Brighton. Le roi meurt en juin 1830, sans avoir jamais habité le palais qu'il a fait construire. Son frère Guillaume IV, qui lui succède, n'éprouve aucun enthousiasme pour Buckingham. Il propose même de céder le bâtiment au Parlement après l'incendie du palais de Westminster en 1834. L'offre est déclinée. Pendant ce temps, Nash subit l'humiliation publique. Dès 1829, le Parlement l'écarte du chantier et confie l'achèvement des travaux à Edward Blore, un architecte méthodique et économe, dépourvu du génie flamboyant de son prédécesseur. Blore réduit les ornements, simplifie les finitions, élimine le dôme central que Nash avait prévu sur la façade jardin. Le Marble Arch, trop étroit pour le carrosse d'État, est démonté et remonté à l'entrée de Hyde Park, où il se dresse encore aujourd'hui, séparé du palais qu'il devait magnifier. Nash meurt en 1835, ruiné dans sa réputation. Pourtant, c'est bien sa vision qui a donné au palais ses proportions, sa distribution intérieure et son ancrage dans le paysage londonien. Le plan en U autour de la cour d'honneur, la grande enfilade des salles d'apparat, l'escalier de marbre qui monte vers les salons, tout cela est l'œuvre de Nash. Blore a terminé les murs, mais c'est Nash qui a tracé l'ossature d'un palais destiné à devenir le cœur cérémoniel de l'Empire britannique. Le 13 juillet 1837, une jeune femme de 18 ans franchit pour la première fois le seuil du palais de Buckingham en tant que souveraine. Victoria est reine depuis à peine 3 semaines.
Elle a quitté le palais de Kensington, où sa mère la tenait sous une surveillance étouffante, et elle savoure enfin sa liberté. Mais le palais qui l'accueille est un chantier mal achevé. Les cheminées refoulent la fumée dans les salons. Les fenêtres, mal ajustées, ne s'ouvrent pas. Les égouts dégagent des odeurs pestilentielles dans les couloirs. Les cuisines, situées si loin des salles à manger que les plats arrivent froids, fonctionnent dans un désordre que la jeune reine juge inacceptable. Buckingham est un palais de façade, magnifique vu du dehors, inhabitable dedans. Les premières années de Victoria au palais sont pourtant heureuses. Libérée de l'emprise maternelle, la reine découvre les plaisirs de la souveraineté. Elle tient son premier conseil privé dans la salle du trône, reçoit des ambassadeurs dans la galerie de tableaux et donne ses premiers bals dans les salons de Nash. Mais cette euphorie ne lui fait pas oublier les défaillances du bâtiment. Victoria possède un sens pratique redoutable et une volonté de faire que son entourage apprend vite à respecter. Elle dresse la liste des réparations nécessaires et fait pression sur le gouvernement pour obtenir les crédits. En 1840, Victoria épouse le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha dans la chapelle royale du palais de Saint-James. La reine porte une robe de satin blanc crème, bordée de dentelles de Honiton fabriquées à la main par des ouvrières du Devon. Le choix du blanc est une déclaration politique autant qu'esthétique. Les reines d'Europe portaient traditionnellement des robes de couleur vive ou de brocart d'argent pour leurs noces. Victoria choisit délibérément la simplicité pour soutenir l'artisanat textile britannique et se présenter non pas en monarque, mais en épouse. La traîne mesure 18 pieds. Des rameaux de fleurs d'oranger ornent la jupe, le voile et le bouquet, symbole de fertilité. Cette robe, conservée pendant toute la vie de la reine puis transmise à ses héritiers, crée une tradition qui s'impose dans le monde entier. Le mariage blanc devient la norme, et il le reste encore aujourd'hui. L'arrivée d'Albert transforme la vie du palais. Le prince consort est un homme méthodique, cultivé, passionné de science et d'ingénierie. Il prend en main l'administration domestique de Buckingham avec une efficacité prussienne. Il découvre que les responsabilités sont dispersées entre plusieurs services qui ne communiquent pas. Le lord chambellan fournit le combustible, le lord intendant allume les feux, et personne ne se charge de vérifier que les pièces sont effectivement chauffées. Albert centralise la gestion, réduit le gaspillage et dégage des économies substantielles. Ces économies vont financer le projet le plus important de son règne domestique, l'agrandissement du palais. En 1847, l'architecte Édouard Blore puis Thomas Cubitt entreprennent la construction d'une nouvelle aile orientale qui ferme la cour d'honneur. Cette aile crée la façade que le monde entier associe aujourd'hui au palais de Buckingham. Elle masque la cour intérieure et les bâtiments de Nash derrière un écran de pierre de Caen d'un style classique, sobre. Le balcon central, ajouté à cette occasion, n'a alors aucune fonction cérémonielle. Il est conçu comme un élément décoratif, une simple saillie architecturale sur la façade principale. Pour financer ces travaux considérables, Albert convainc le gouvernement de vendre le Royal Pavilion de Brighton, dont la reine n'apprécie ni l'excentricité ni l'exposition au public. Victoria impose parallèlement une modernisation technique sans précédent. Le palais reçoit l'éclairage au gaz, un système de ventilation mécanique et des installations sanitaires modernes avec des toilettes à chasse d'eau. Des sonnettes électriques relient les appartements royaux au quartier des domestiques. Ces innovations, banales pour un immeuble neuf, représentent un défi colossal dans un bâtiment ancien aux murs épais et aux circuits complexes. Le prince Albert supervise personnellement l'installation de chaque système, consultant des ingénieurs et visitant des usines pour comprendre les technologies les plus récentes. Le Marble Arch, qui devait marquer l'entrée du palais, a été déplacé vers Hyde Park avant l'arrivée de Victoria. Blore et Cubitt le remplacent par de nouvelles grilles monumentales qui ouvrent sur la façade est. Avec cette aile supplémentaire, le palais compte désormais plus de 600 pièces. Victoria, qui élève 9 enfants avec Albert, connaît dans ses murs ses années les plus heureuses. La mort du prince consort en 1861 brise cet élan. La reine, dévastée par le deuil, quitte le palais et n'y revient presque plus pendant des décennies. Buckingham sombre dans une torpeur silencieuse. Le peuple murmure contre une souveraine invisible. Mais le palais, lui, est désormais complet. Victoria lui a donné son visage, ses entrailles techniques et son statut.
La jeune femme qui avait trouvé un chantier inhabitable laissait derrière elle la résidence officielle de la monarchie britannique. Le 13 septembre 1940, une bombe allemande traverse le toit du palais de Buckingham et explose dans la cour intérieure, à moins de 30 mètres du bureau où travaillent le roi George VI et la reine Élisabeth. Le souffle projette des éclats de verre dans les couloirs, éventre une chapelle du premier étage et creuse un cratère au centre du quadrilatère. C'est la 6e attaque aérienne que subit le palais depuis le début du Blitz. Il y en aura 9 au total. Ce matin-là, le roi et la reine se trouvent dans la pièce adjacente. Ils sont vivants, couverts de poussière de plâtre, mais indemnes. Le palais, lui, saigne de toutes ses fenêtres. 40 ans plus tôt, ce même bâtiment portait encore les marques d'une autre transformation, celle voulue par Édouard VII. Fils aîné de Victoria, Édouard avait attendu le trône pendant 59 ans. À son avènement en 1901, il trouvait un palais figé dans le deuil de sa mère. Les salons n'avaient pas été aérés depuis des décennies. Le mobilier accumulé par Victoria encombrait les pièces. Les tentures sombres absorbaient la lumière. Édouard, homme de plaisir et de société, ne pouvait tolérer cette atmosphère funèbre. Il ordonna un remaniement complet des intérieurs. Le décorateur Frank T. Verity supervisa les travaux. Les lourdes draperies victoriennes cédèrent la place à une palette blanc et or, inspirée du style Louis XVI. Le mobilier fut trié, redistribué entre les résidences royales ou relégué dans les réserves. Des salles de réception furent réagencées pour accueillir les dîners diplomatiques et les bals somptueux qu'Édouard affectionnait. Le palais reprenait vie mondaine. Mais le changement le plus visible se produisit à l'extérieur. En 1912, l'architecte Aston Webb reçut la commande de refaire entièrement la façade orientale. L'ancienne façade de pierre de Caen, posée par Blore et Cubitt 65 ans plus tôt, se dégradait sous le climat londonien. La pierre tendre, rongée par la suie et les pluies acides de la capitale industrielle, s'effritait par plaques. Webb la remplaça par un revêtement de pierre de Portland, un calcaire dur et blanc, extrait des carrières du Dorset. Le chantier fut mené en 13 semaines seulement, un exploit logistique pour l'époque. La nouvelle façade, d'un classicisme austère, présente une ordonnance symétrique de pilastres et de corniches qui confère au palais sa solennité actuelle. Devant cette façade, Webb acheva simultanément le mémorial de la reine Victoria, un monument de marbre blanc surmonté d'une victoire ailée dorée, entourée de bassins et de figures allégoriques. L'ensemble crée une perspective monumentale depuis le Mall, transformant l'approche du palais en promenade impériale. Cette façade de Portland, pensée comme un décor de prestige, devait bientôt servir de bouclier. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, George V transforma le palais en symbole de solidarité nationale. La famille royale réduisit son train de vie, supprima l'alcool des réceptions officielles et adopta le nom de Windsor pour effacer toute trace de ses origines allemandes. Après la guerre, le palais retrouva ses fonctions cérémonielles, mais les nuages s'amoncelaient déjà sur l'Europe. En septembre 1939, le Royaume-Uni entra dans la Seconde Guerre mondiale. George VI refusa de quitter Londres. La reine Élisabeth, future reine-mère, partagea cette résolution. Lorsque le gouvernement proposa d'évacuer les princesses Élisabeth et Margaret au Canada, la reine répondit que les enfants ne partiraient pas sans elle, qu'elle ne partirait pas sans le roi, et que le roi ne partirait jamais. Le palais devint une cible. Les vitraux furent démontés et mis à l'abri. Les tableaux les plus précieux furent évacués vers des refuges en province. Les lustres restèrent en place, trop lourds et trop fragiles pour être déplacés. Des sacs de sable protégeaient les entrées. Les fenêtres soufflées par les explosions étaient remplacées par des planches, puis soufflées de nouveau lors du raid suivant. Après le bombardement du 13 septembre, la reine Élisabeth prononça une phrase qui marqua la mémoire nationale. Elle déclara qu'elle était presque soulagée, car elle pouvait désormais regarder en face les habitants de l'East End, le quartier ouvrier ravagé par les bombardements. Cette déclaration fit du palais un compagnon de souffrance de la ville entière. Les grilles de la façade d'Aston Webb, tordues par les explosions, ne furent pas réparées pendant la durée du conflit. Elles restèrent ainsi, blessées comme le reste de Londres, jusqu'à la victoire.
La pierre de Portland avait tenu bon. Le palais que l'on croyait fragile avait résisté aux bombes, et la famille qui l'habitait avait résisté à la tentation de fuir. Buckingham n'était plus seulement la résidence du monarque. Il était devenu le symbole de la nation en guerre. Derrière la façade de pierre de Portland que connaissent les touristes, se cache une ville en miniature, dotée de son propre bureau de poste, de son poste de police, de sa clinique médicale, de son distributeur automatique de billets et même de son cinéma privé. Le palais de Buckingham ne se résume pas à un bâtiment. C'est un organisme vivant qui fonctionne en permanence, été comme hiver, de jour comme de nuit, mobilisant environ 800 personnes pour assurer son existence quotidienne. Le visiteur qui franchit les grilles ne soupçonne pas l'étendue de ce monde clos. Les 775 pièces que compte le palais ne sont qu'un chiffre. La réalité est une mécanique d'une complexité stupéfiante. Le plan du palais obéit à une logique héritée de John Nash, mais profondément remaniée au fil des règnes. Le bâtiment s'organise autour d'un quadrilatère central encadrant la cour intérieure. L'aile ouest, côté jardin, abrite les appartements privés de la famille royale aux étages supérieurs. L'aile est, celle de la célèbre façade, contient le balcon central et les pièces de service. Les ailes nord et sud abritent les 19 salles d'apparat qui constituent le cœur cérémoniel du palais. Ces salles se déploient en enfilade, selon un parcours protocolaire précis que chaque visiteur d'État emprunte lors des réceptions officielles. La plus vaste de ces salles est le bal, inauguré en 1856 pour célébrer la fin de la guerre de Crimée. Long de 36 mètres et large de 18, il peut accueillir jusqu'à 1500 convives pour un banquet d'État. 6 lustres monumentaux en cristal pendent de son plafond voûté, et les murs sont rythmés de pilastres corinthiens rehaussés d'or. C'est dans cette salle que se déroulent les investitures, ces cérémonies au cours desquelles le souverain remet les décorations et les titres. Plus de 2600 personnes y sont honorées chaque année en plusieurs séances. Au bout de la grande enfilade, la salle du trône conserve les 2 fauteuils d'apparat portant les initiales du couple royal. 7 lustres illuminent cette pièce dont la puissance lumineuse équivaut à 3000 bougies. Le plafond, orné de rosaces et de guirlandes, rappelle le goût de Nash pour les décors théâtraux. Ce sont ici les vestiges les plus fidèles de la vision originale de l'architecte. Le salon blanc, qui sert de lieu de réception privée au souverain, recèle l'un des secrets les mieux gardés du palais. Un meuble imposant, une console surmontée d'un miroir et flanquée de colonnes dorées, pivote sur un mécanisme caché pour révéler un passage menant directement aux appartements royaux. Cette porte dérobée permet au monarque d'apparaître dans le salon sans traverser les couloirs publics. Le mécanisme, parfaitement silencieux, fonctionne encore aujourd'hui lors des audiences. Au-dessous de ces salons dorés, un monde parallèle s'active. Les cuisines du palais occupent un vaste espace au sous-sol. Lors d'un banquet d'État, l'équipe de cuisine prépare jusqu'à 170 couverts servis simultanément. Chaque assiette parcourt un circuit minuté depuis les fourneaux jusqu'à la salle de bal. Les pièces de vaisselle, dont certaines datent de George IV, sont lavées et inventoriées à la main. Le garde-vaisselle du palais conserve des services de porcelaine, d'argenterie et de vermeil accumulés sur 2 siècles. Plus haut dans le bâtiment, une équipe spécialisée entretient les quelques 800 lustres répartis dans l'ensemble des pièces. Autrefois, plus de 30 employés ne faisaient que remplacer les bougies et vérifier les suspensions de cristal. Aujourd'hui, plusieurs lustres sont équipés de systèmes électriques permettant de les descendre par un treuil pour faciliter le nettoyage. Mais l'opération reste un travail de précision artisanale qui mobilise des jours entiers pour chaque pièce. Un autre corps de métier veille sur le temps lui-même. Le palais abrite environ 300 horloges de toutes les époques, des pendules georgiennes aux régulateurs victoriens. Un horloger à temps plein parcourt les couloirs pour les remonter, les régler et les synchroniser. Chaque changement d'heure saisonnier exige 2 jours de travail complet. Les 52 chambres réservées aux hôtes d'État sont préparées selon un protocole strict qui dicte jusqu'au pli des serviettes et à l'orientation des fleurs sur la table de mie. Ce palais n'a jamais cessé de fonctionner depuis que Victoria en a fait sa résidence. Il a traversé 2 guerres mondiales, accueilli des centaines de chefs d'État, abrité des naissances et des deuils, et chaque matin, avant même que Londres ne s'éveille, ses corridors bruissent déjà des pas de ceux qui maintiennent cette mécanique en mouvement. L'édifice que le monde voit depuis le Mall n'est que la surface.
En dessous, un réseau de tunnels, de câbles, de canalisations et de mains humaines fait battre le cœur d'un organisme dont la véritable architecture est invisible. En 1649, le Parlement anglais ordonne la vente de la collection royale. Charles Ier vient d'être décapité devant le palais de Whitehall et la jeune République a besoin d'argent. Les tableaux du roi défunt, rassemblés pendant 20 ans avec une passion de connaisseurs, sont inventoriés, estimés et dispersés aux enchères. Des chefs-d'œuvre de Van Dyck, de Rubens, de Titien et de Mantegna quittent l'Angleterre. Le cardinal Mazarin acquiert plusieurs toiles pour le compte de la couronne de France. Le roi Philippe IV d'Espagne enrichit le Prado de pièces arrachées à la collection Stuart. En quelques mois, l'un des plus beaux ensembles picturaux d'Europe est démembré. Il faudra des siècles pour réparer cette hémorragie. Ce qui se trouve aujourd'hui dans les murs du palais de Buckingham est le résultat de cet effort de reconstruction mené par chaque monarque successif, génération après génération. La collection royale, telle qu'elle existe aujourd'hui, constitue le plus grand ensemble d'art privé au monde. Elle compte environ 1 million d'objets, répartis entre les différentes résidences de la couronne. Le palais de Buckingham en abrite une part considérable. Les chiffres donnent le vertige. 7000 peintures, plus de 150 000 estampes et dessins, dont 30 000 aquarelles, environ 450 000 photographies, près de 700 000 objets d'art décoratif, du mobilier aux porcelaines, des armes aux instruments de musique, des carrosses aux manuscrits. Cette collection n'appartient pas au souverain à titre personnel. Elle est détenue en fiducie par le monarque régnant pour le compte de la nation, transmise de règne en règne comme un héritage indivisible. La galerie de la Reine, aménagée dans l'ancienne chapelle du palais détruite par une bombe en 1940, sert de vitrine publique à ces trésors. Ouverte en 1962, elle accueille des expositions tournantes qui permettent de montrer au public des œuvres habituellement conservées dans les salles d'apparat ou les réserves. C'est là que l'on peut découvrir, selon les accrochages, les canalettos vénitiens acquis par Georges III, le rare Vermeer intitulé « La leçon de musique » ou les portraits de la cour des Tudors par Holbein. La collection comprend également plus de 30 dessins de Léonard de Vinci, des études anatomiques et des croquis d'ingénierie qui témoignent de l'universalité du génie florentin. Ces feuilles, rassemblées en un seul volume par un collectionneur italien au XVIe siècle, sont entrées dans la collection royale sous Charles II. Au-delà de la peinture, le palais renferme des objets dont l'histoire se confond avec celle des dynasties européennes. La collection philatélique royale, commencée par le duc d'Édimbourg, père de George V, puis enrichie par ce dernier avec une passion quasi obsessionnelle, est considérée comme l'une des plus importantes au monde. Son joyau est un exemplaire de la célèbre Twopence Blue, le timbre de 2 pence bleus émis par la colonie de Maurice en 1847. Gravé par Joseph Osmond Barnard d'après le profil de la reine Victoria, ce timbre fait partie d'un tirage de 500 exemplaires dont la plupart ont servi à affranchir les invitations au bal de la femme du gouverneur. Les exemplaires survivants se comptent sur les doigts de 2 mains. George V avait acquis le sien en 1904 pour 1450 livres sterling. La valeur actuelle de cette miniature de papier dépasse les 2 millions de dollars. La collection Fabergé constitue un autre trésor du palais. La reine Élisabeth II possédait plus de 600 pièces du célèbre joaillier russe. La plus célèbre est l'œuf mosaïque, réalisé en 1914 par la maison Fabergé sur commande de l'empereur Nicolas II pour son épouse Alexandra Féodorovna. Ce fut le dernier œuf pascal offert avant la guerre et la Révolution. Le corps en platine et or est divisé en 5 panneaux ovales sertis de diamants, de saphirs, de rubis, d'émeraudes et de topazes, assemblés en une mosaïque d'une finesse microscopique. À l'intérieur, une miniature en or émaillé porte les portraits en relief des 5 enfants impériaux. Confisqué par les bolcheviks en 1917, vendu par les services soviétiques d'exportation d'antiquités, l'œuf fut acquis en 1933 par le roi George V et la reine Marie pour la somme dérisoire de 250 livres. Depuis cette date, il appartient à la collection royale. Cette accumulation de trésors n'est pas le fruit du hasard ni de la simple richesse. Elle est le produit d'une volonté dynastique poursuivie sur 5 siècles. Chaque monarque a ajouté sa pierre à l'édifice, parfois par passion personnelle, parfois par calcul politique, parfois par heureux accident. La collection dispersée après la mort de Charles Ier
a été patiemment reconstituée, enrichie et dépassée. Aujourd'hui, sa valeur est estimée à plusieurs dizaines de milliards de livres, mais ce chiffre ne saisit qu'une dimension marchande. La véritable mesure de cet ensemble réside dans sa continuité. Il raconte, tableau par tableau, objet par objet, l'histoire d'une monarchie qui a survécu aux révolutions, aux guerres et aux scandales, en accumulant, avec une persévérance silencieuse, les témoignages matériels de sa propre durée. Le 8 mai 1945, une marée humaine remonte le Mall en direction du palais de Buckingham. La guerre en Europe vient de s'achever. Des centaines de milliers de Londoniens convergent vers la façade de pierre blanche, scandant le nom du roi. George VI apparaît sur le balcon central, accompagné de la reine Élisabeth et de leurs 2 filles. À sa droite se tient Winston Churchill, cigare aux lèvres, faisant le signe de la victoire. La foule rugit. Le roi et sa famille se retirent, puis reviennent. 8 fois au cours de cette seule journée, la famille royale sort sur cet étroit rebord de pierre pour saluer la foule. Ce soir-là, les 2 princesses obtiennent l'autorisation de se mêler anonymement à la foule. Élisabeth, 19 ans, et Margaret, 14 ans, disparaissent dans la cohue avec un groupe d'officiers. Elles crient, chantent et frappent aux grilles du palais avec les autres. La future reine d'Angleterre célèbre la victoire depuis l'autre côté de la façade, confondue parmi ses sujets. Ce balcon, devenu le lieu le plus photographié du Royaume-Uni, n'avait pourtant pas été conçu pour cet usage. Lorsque Edward Blore et Thomas Cubitt ajoutèrent l'aile orientale en 1847, le balcon central n'était qu'un élément décoratif parmi d'autres, un simple ornement architectural destiné à rompre la monotonie de la façade. C'est la reine Victoria qui lui donna sa fonction publique. En 1851, elle y parut pour saluer les foules venues célébrer l'ouverture de la grande exposition au Crystal Palace de Hyde Park. Le geste plut au peuple. Victoria le répéta lors d'événements majeurs, et ses successeurs en firent une tradition. Depuis lors, chaque couronnement, chaque mariage royal, chaque jubilé se conclut par une apparition sur le balcon. Le baiser échangé par le prince Charles et la princesse Diana en 1981 fut regardé par 750 millions de téléspectateurs. Un simple rebord de pierre, pensé comme une moulure, était devenu la scène la plus regardée du monde. De l'autre côté du palais, à l'opposé de la façade publique, s'étend un territoire que peu de regards atteignent. Le jardin de Buckingham couvre environ 16 hectares, ce qui en fait le plus grand jardin privé de Londres. Son histoire est aussi ancienne que celle du palais lui-même. Lorsque Jacques Ier y fit planter ses mûriers au début du XVIIe siècle, le terrain n'était qu'une prairie humide. Chaque époque y a ajouté sa marque. George IV fit creuser un lac artificiel alimenté par les eaux de la Serpentine. William Hayton, le botaniste royal, y planta des essences rares ramenées des 4 coins de l'Empire. Au XIXe siècle, un monticule artificiel fut érigé pour offrir une perspective sur le lac et masquer les écuries royales. Aujourd'hui, le jardin abrite plus de 1000 arbres, dont 98 platanes et 85 espèces de chênes. 325 espèces de fleurs sauvages y poussent et une trentaine d'espèces d'oiseaux y nidifient, dont des hérons cendrés, des bergeronnettes et des fauvettes à tête noire. Depuis l'an 2000, le jardin conserve la collection nationale de mûriers du Royaume-Uni, un clin d'œil involontaire aux rêves soyeux de Jacques Ier, 4 siècles plus tard. Le jardin sert également de cadre aux garden parties, les réceptions estivales qui perpétuent une tradition inaugurée par la reine Victoria dans les années 1860. Chaque été, 3 réceptions accueillent environ 8000 invités chacune, soit quelques 24 000 personnes par saison. Les convives, sélectionnés sur recommandation pour leur service à la communauté, traversent le palais depuis la grande entrée jusqu'aux pelouses, où des tentes rayées abritent des buffets de sandwichs, de scones et de pâtisseries. L'orchestre militaire joue sous un kiosque. Le souverain circule parmi les invités selon un itinéraire calculé pour croiser le plus grand nombre de personnes. Le protocole est souple mais réel. Les femmes portent un chapeau, les hommes un costume de ville ou un uniforme. Chaque réception consomme environ 20 000 sandwichs et plus de 27 000 tasses de thé. Devant la façade, un autre rituel scande la vie quotidienne du palais. La relève de la garde, cérémonie militaire dont les origines remontent au XVIIe siècle, se déroule dans la cour d'honneur tous les jours en été et un jour sur 2 en hiver.
Les soldats de la garde royale, reconnaissables à leurs bonnets en fourrure d'ours noir et à leurs tuniques écarlates, exécutent un défilé accompagné par la musique d'un orchestre régimentaire. Ce spectacle, gratuit et ouvert à tous, attire chaque jour des milliers de spectateurs qui se pressent contre les grilles d'Aston Webb. Les régiments de la Household Division, dont les Grenadier Guards, les Coldstream Guards et les Scots Guards, assurent cette garde à tour de rôle. Chacun se distingue par la disposition des boutons sur sa tunique et la couleur du plumet sur son bonnet, des différences subtiles que seul un œil averti peut discerner dans la marée rouge et noire de la parade. Le palais de Buckingham a ainsi développé deux visages. Côté est, la pierre, le balcon, les grilles et la relève de la garde composent un théâtre public où la monarchie se met en scène devant le monde. Côté ouest, le jardin, le lac et les pelouses offrent un espace de retrait où la couronne reçoit à l'abri des regards. Entre ces deux faces, le bâtiment joue son rôle de médiateur entre le pouvoir et le peuple, entre le spectacle et l'intimité, entre la tradition et la vie. En 1992, un projecteur de scène met le feu à un rideau dans la chapelle privée du château de Windsor. Les flammes se propagent à une vitesse terrifiante. En quelques heures, le feu dévore 9 salles d'apparat et en endommage plus de 100 autres. La toiture s'effondre sur le Brunswick Tower. Les pompiers luttent pendant 15 heures. Le château est sauvé, mais la facture s'élève à 36,5 millions de livres sterling et le choc est immense. Ce désastre révèle une vérité que la couronne connaissait mais préférait taire. Les résidences royales vieillissent dangereusement. Les câbles électriques, la plomberie et les systèmes de chauffage n'ont pas été renouvelés de manière systématique depuis l'après-guerre. À Windsor, il a suffi d'une étincelle. À Buckingham, la menace est identique. L'incendie de Windsor déclenche une première onde de conséquences pour le palais de Buckingham. Pour financer la restauration du château, la reine Élisabeth II accepte d'ouvrir les salles d'apparat de Buckingham au public pour la première fois de l'histoire. Depuis 1993, chaque été, de fin juillet à octobre, les visiteurs peuvent parcourir les 19 salons d'apparat, la salle du trône, la galerie de tableaux et le grand escalier. Le prix des billets contribue au financement de l'entretien des résidences royales. Cette ouverture, conçue comme une mesure temporaire, devient permanente. Le palais le plus fermé de Londres accepte de lever un coin du voile, et le public se presse par centaines de milliers chaque saison. Mais le problème de fond demeure. Derrière les murs de Nash et la façade de Webb, les entrailles du palais continuent de vieillir. Des rapports internes successifs alertent sur l'état des réseaux. Les câbles électriques, posés pour certains dans les années 1950, traversent des zones où ils côtoient des boiseries sèches et des tentures anciennes. La plomberie, rapiécée au fil des décennies, provoque des fuites qui menacent les plafonds ornés de stucs dorés. Le système de chauffage, obsolète, gaspille l'énergie sans parvenir à maintenir une température homogène dans les 775 pièces. En 2015, un rapport officiel du Trésor conclut que le risque de défaillance catastrophique est réel et qu'un programme de rénovation intégrale ne peut plus être différé. En 2016, le gouvernement approuve un plan de restauration d'une durée de 10 ans et d'un coût estimé à 369 millions de livres sterling, financé par une augmentation temporaire de la dotation souveraine. Les travaux commencent en 2017. L'ampleur du chantier est sans précédent dans l'histoire du palais. Il s'agit de remplacer intégralement les réseaux électriques, la plomberie, le chauffage et la climatisation, de reprendre les toitures, de restaurer les façades et de mettre le bâtiment aux normes de sécurité incendie du XXIe siècle. Le tout sans jamais interrompre le fonctionnement du palais. Les réceptions d'État, les audiences, les investitures et les réceptions estivales continuent pendant que les ouvriers travaillent derrière des cloisons provisoires, dans un balai logistique d'une précision horlogère. Le défi technique est considérable. Les câbles neufs doivent emprunter des conduits percés dans des murs de pierre épais de plus d'1 mètre, sans endommager les décors de Nash ni les stucs de Blore. Les canalisations modernes longent des cheminées géorgiennes qu'il est interdit de toucher. Chaque intervention exige une étude préalable menée conjointement par des ingénieurs et des conservateurs du patrimoine. Dans certaines pièces, les ouvriers découvrent des éléments oubliés depuis des générations, des conduits d'aération victoriens scellés, des fragments de décors peints cachés sous des couches de papier peint, des vestiges de l'ancien système de sonnettes électriques installé par le prince Albert.
Ces trouvailles transforment le chantier en fouille archéologique involontaire. La restauration intègre également des préoccupations environnementales nouvelles. Des panneaux solaires sont installés sur les toitures invisibles depuis la rue. Le système de chauffage est converti pour réduire la consommation énergétique du palais. La récupération des eaux de pluie alimente désormais certains circuits sanitaires. Ces mesures, discrètes par nature, visent à inscrire un bâtiment du XIXe siècle dans les exigences écologiques du XXIe. La valeur totale du palais est estimée à environ 5 milliards de dollars, un chiffre qui englobe le bâtiment, son contenu et son terrain de 16 hectares au cœur de Londres. Ce montant, souvent cité, reste théorique, puisque le palais n'est ni à vendre ni cessible. Il suscite néanmoins un débat récurrent dans la société britannique. Certains estiment que l'argent public consacré à la restauration d'une résidence monarchique serait mieux employé ailleurs. D'autres rappellent que le palais génère des recettes touristiques considérables et qu'il constitue un patrimoine national au même titre qu'un musée ou une cathédrale. Ce débat, sans cesse relancé, ne trouve pas de conclusion définitive, et c'est peut-être le signe que le palais remplit encore sa fonction la plus ancienne. Depuis 3 siècles, il cristallise les tensions entre la couronne et la nation, entre le faste et la frugalité, entre la tradition et la modernité. La restauration en cours ne résout pas ces tensions. Elle les prolonge dans un bâtiment qui se prépare, pierre après pierre et câble après câble, à traverser un siècle de plus. Le 2 juin 1953, une jeune femme de 27 ans sort sur le balcon du palais de Buckingham, la couronne impériale d'État sur la tête. 2868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 5 rubis et 273 perles pèsent sur son front. La couronne pèse un peu plus d'1 kilogramme, et Élisabeth II la portera pendant des heures sans fléchir. En contrebas, la foule massée sur le Mall s'étend jusqu'à Trafalgar Square. 27 millions de Britanniques regardent la cérémonie à la télévision, une première dans l'histoire du couronnement. La jeune reine adresse un salut de la main depuis ce même rebord de pierre où son père avait célébré la victoire 8 ans plus tôt. Elle ne sait pas encore qu'elle occupera ce palais pendant 70 ans, plus longtemps qu'aucun souverain avant elle. Élisabeth II transforme Buckingham sans en changer l'apparence. Elle y installe ses habitudes avec une régularité que le personnel apprend à connaître au fil des décennies. Chaque matin, un cornemuseur joue sous ses fenêtres pendant 15 minutes, perpétuant une tradition instaurée par la reine Victoria. Le petit déjeuner est servi dans les appartements privés du premier étage, côté jardin. La reine consulte sa boîte rouge, le coffret de cuir contenant les documents gouvernementaux qui requièrent sa signature. Elle reçoit ensuite le Premier ministre chaque mercredi en audience privée, un rituel constitutionnel qui se déroule dans le salon du premier étage, sans témoin ni compte-rendu. En 70 ans de règne, Élisabeth II recevra 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Elizabeth Truss. La reine imprime au palais des touches personnelles que les protocoles officiels ne consignent pas. La plus visible est la présence permanente de ses chiens. Depuis son enfance, Élisabeth voue au corgi du Pembroke une affection qui ne s'est jamais démentie. Tout commence en 1933, lorsque son père, le futur George VI, ramène un corgi nommé Dookie au domicile familial. La petite princesse, âgée de 7 ans, tombe sous le charme de ce chien court sur pattes au tempérament vif. En 1944, pour ses 18 ans, elle reçoit sa première chienne personnelle, Suzanne, dont la descendance peuplera le palais pendant des décennies. La reine établit son propre élevage sous le préfixe Windsor, et Suzanne devient la matriarche d'une lignée royale parallèle. Au total, plus de 30 corgis se succéderont dans les couloirs de Buckingham. Ils disposent de leurs propres pièces au rez-de-chaussée, avec des paniers individuels, des gamelles en porcelaine et un régime alimentaire supervisé par des vétérinaires. La reine prépare elle-même leurs repas lorsque son emploi du temps le permet, mélangeant les ingrédients dans des bols d'argent avec une cuillère dédiée. L'autre compagnon inséparable d'Élisabeth est un objet plus discret. La reine ne se déplace jamais sans un sac à main de la maison Lawner London, une entreprise britannique fondée en 1940. Élisabeth possède environ 200 sacs de cette marque, pour la plupart du modèle Royal ou Traviata, déclinés dans des couleurs assorties à ses tenues. Le sac n'est pas un simple accessoire. Il constitue un langage muet que l'entourage royal déchiffre avec attention. Posé sur la table,
Il signifie que la conversation doit s'achever dans les 5 minutes. Placé au sol, il indique à l'aide de camp que la reine souhaite être tirée d'un échange embarrassant. Suspendu au bras gauche, il marque le cours normal des choses. Le contenu reste un mystère soigneusement entretenu, même si des proches ont évoqué un miroir, un bâton de rouge à lèvres, un mouchoir, des pastilles de menthe et un petit crochet pliable permettant de suspendre le sac sous une table. Le 8 septembre 2022, Élisabeth II s'éteint au château de Balmoral à l'âge de 96 ans. Le palais de Buckingham devient le centre de gravité du deuil national. Des milliers de bouquets s'accumulent devant les grilles d'Aston Webb, comme il l'avait fait 25 ans plus tôt pour la princesse Diana. La foule défile jour et nuit. Le drapeau royal, qui flotte au-dessus du palais uniquement en présence du souverain, est remplacé par l'Union Jack en berne. Le 6 mai 2023, son fils Charles III est couronné à l'abbaye de Westminster, puis apparaît sur le balcon de Buckingham dans une mise en scène qui reproduit, à quelques détails près, celle de sa mère 70 ans plus tôt. Un nouveau règne commence dans les mêmes murs. Le palais de Buckingham n'a jamais été figé. Chaque époque l'a remodelé selon ses besoins et ses goûts. Le marécage de Jacques Ier est devenu le jardin d'un duc, puis la maison d'une reine, puis le chantier d'un roi mégalomane, puis la résidence d'un empire, puis la cible des bombes, puis le décor d'une télévision naissante, puis le musée d'un patrimoine vivant. Ce bâtiment n'existe que parce qu'il n'a jamais cessé de se transformer. Il a survécu non par sa solidité, mais par sa capacité à épouser les métamorphoses de la monarchie qu'il abrite. Tant que la couronne changera, le palais changera avec elle. Et c'est précisément cette alliance entre la pierre et l'institution qui fait de Buckingham non pas un monument du passé, mais un organisme en perpétuelle mutation. C'est ici que prend fin notre voyage à travers l'histoire du palais de Buckingham. Je suis Victor Latour et je vous remercie de m'avoir accompagné. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne.